Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire horticole, la production de fleurs coupées de la recherche à la découverte qui est présenté par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en collaboration avec l'Université Laval. C'est avec un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette activité qui vise à vous partager les avancées de recherche faites au Québec et les découvertes réalisées lors d'un voyage d'acquisition de connaissances en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Je me présente, Caroline Martineau, je suis agronome, conseillère en agro-environnement et en horticulture ornementale à la direction régionale de l'Estrie du MAPAC. Je serai donc votre animatrice pour les prochaines 90 minutes. Je suis accompagnée de mon collègue Guillaume Deschênes, qui est agronome également, conseiller en horticulture et agro-environnement à la direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière. Guillaume sera responsable de la section clavardage ainsi que de la période de questions. Avant de laisser la place à nos conférencières, permettez-moi de vous rappeler le programme de ce webinaire et de vous indiquer quelques consignes à suivre pour garantir le bon déroulement de cette présentation. Aujourd'hui, deux conférencières prendront la parole. Chaque présentation sera d'une durée de 30 minutes et sera suivie d'une période de questions de 10 minutes chacune. Lors de cette période de questions, vous pourrez utiliser la fonction lever la main qui est disponible dans le haut de votre écran. À ce moment-là, nous serons en mesure d'activer votre micro pour que vous puissiez vous-même poser votre question. Vous pouvez aussi utiliser la section clavardage. Mon collègue Guillaume pourra alors lire votre question à nos invités. Pour garantir une présentation fluide et optimiser les performances du réseau, vos caméras et vos micros sont actuellement désactivés. Nous vous informons également que l'événement et la période de questions seront enregistrés. En participant à ce webinaire, vous acceptez que vos réactions le soient également. La vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube du MAPAC dans les prochaines semaines. Finalement, à la toute fin du webinaire, nous vous inviterons à remplir un court questionnaire. Les résultats nous permettront de connaître votre degré de satisfaction à l'égard de cette activité et de recueillir vos commentaires pour en tenir compte dans la préparation de nos prochains webinaires. Alors maintenant, j'invite notre première conférencière à ouvrir sa caméra. Bonjour. Bonjour, je vous présente donc Madame Sarah Bencha, qui est doctorante en biologie à l'Université Laval. Madame Bencha va nous présenter les résultats de l'essai sur l'optimisation des conditions de vernalisation et de culture dans la production pour la production en serre de fleurs coupées d'anémones et de renoncules. Madame Bencha, vous pouvez partager votre écran et la parole est à vous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire aujourd'hui. Donc, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui nous passionne tous, donc la production des fleurs. Je travaille donc sur un sujet lié à la floriculture et aujourd'hui, je vais partager avec vous des informations clés sur les essais que nous avons effectués sur l'optimisation des conditions de vernalisation et de culture pour la production en serre des fleurs coupées d'anémones et de renoncules. Donc, les fleurs coupées, comme vous le savez, jouent un rôle central dans le marché horticole, mais il existe toujours des défis face aux productions. Donc, les principaux défis pour la production des fleurs coupées lorsque la demande est forte sont de limiter le chauffage des serres durant cette période froide et d'assurer une floraison active afin de répondre à la forte demande au début de printemps. Si cela est possible, comment? Donc, il faut choisir judiciairement les espèces et les variétés appropriées, recourir au forçage qui est la vernalisation, qui consiste à un traitement au froid des plantes, ce qui permet de devancer la floraison, et enfin, optimiser les conditions de culture en tenant compte des conditions des serres en printemps dans la région de Québec. Commençons par les espèces choisies pour cette étude. Donc, nous avons choisi les anémones et les renoncules. Les deux espèces sont d'origine méditerranéenne, sont appréciées par les consommateurs avec un forçage possible pour un climat nordique, mais la vernalisation ici, le forçage, c'est la vernalisation, mais cette vernalisation n'est pas obligatoire pour débourrer et fleurir, mais comme le cas de certaines espèces, mais elle aide à devancer la floraison.
Ici, nous avons le cycle de vie dans leur habitat naturel. Donc, les anémones et les renoncules émergent en automne après la réhydratation des organes de réserve par les premières pluies. Les organes de réserve se vident pour former les racines et la partie aérienne, les feuilles, et la croissance, la croissance est active durant la saison hivernale, fraîche et humide, où a lieu aussi donc la floraison. En printemps, la partie aérienne flétrit, les racines sèchent et l'organe de réserve commence la déshydratation pour entrer en dormance toute la période estivale chaude et sèche. Et en automne, le cycle recommence. Les cultivars utilisés pour cette étude, donc nous avons choisi les tubercules d'anémone de Mistral plus Blue, de Mistral plus Bianco Centronero, et pour les renoncules, nous avons donc choisi les racines tubérisées de Elegance Rosa et de Elegance Bianco. Pour l'Elegance Bianco, nous avons utilisé 3 cultivars différents. Donc, le premier cultivar utilisé durant la première année, c'était le 200B. Malheureusement, ce cultivar, nous avons rencontré des problèmes où le taux d'émergence était très faible, quel que soit le traitement appliqué sur les racines tubérisées. Donc, on était obligé de le remplacer avec le S-Fumato pour la deuxième année. Le S-Fumato a présenté des taux d'émergence très élevés, proches de 100%, mais malheureusement n'était pas disponible pour la troisième année. Donc, on était aussi obligé de le remplacer avec le 59-99. Pour le matériel et les méthodes utilisées durant cette étude. Donc, toutes les expériences ont commencé par la réhydratation. La réhydratation des organes de réserve se fait dans une eau dont la température est maintenue autour de 10 degrés. Les renoncules ont été donc réhydratés pendant 6 heures parce que elle absorbe l'eau rapidement par rapport aux anémones. Et les anémones, nous avons laissé 12 heures pour absorber le maximum d'eau. Malgré ces 12 heures, les anémones ne montrent pas un gonflement. Donc, les tubercules ne se gonflent pas vraiment après les 12 heures d'imbibition. La deuxième étape, c'est la préparation pour la vernalisation. Donc, dans un substrat humide, mais pas très détrempé, on dépose les organes de réserve réhydratés, puis on les traite avec un fongicide pour éviter la pourriture ou le développement des champignons durant la vernalisation. Donc, la vernalisation se fait dans des plateaux. Pour le substrat utilisé pour la plantation, donc aussi, ici, nous avons utilisé 3 types de substrats. La première année, nous avons utilisé le Berger OM1 et à cause de rupture de stock, nous l'avons remplacé avec le Promix MP. Donc, ce substrat a été stocké pendant 1 an dans un local à l'université. Et après la plantation, nous avons remarqué que les feuilles commençaient à jaunir et nous avons testé donc le pH et effectivement le stockage a causé une baisse importante du pH qui a affecté négativement les plantes, la croissance des plantes. Du coup, nous l'avons remplacé avec le Agromix pour la troisième année. Donc, le Agromix G6, c'était un bon substrat et les plantes ont bien performé dans celui-là. Pour la fertilisation, donc la fertilisation se fait 10 jours après la plantation et 1 fois par semaine avec une concentration d'azote de 200 ppm. Donc, la première année, nous avons utilisé le Actisol trempé dans l'eau. Dans l'application n'était pas vraiment facile, fait que nous l'avons remplacé avec le Nature Source, avec une application plus simple, qui consiste juste à une dilution dans l'eau puis un arrosage. Et la troisième année, nous avons utilisé le Plant Prod avec une fertilisation en continu. Donc, le Plant Prod, c'était le programme de fertilisation des producteurs, donc qui consiste à une alternance de 28-20 avec le 15-0-15 et plus le 15.5015, et donc avec un ratio de 2-1. Et ce qui permet donc, ce programme de fertilisation permet de fournir le calcium en quantité optimale qui aide vraiment les plantes à produire des fleurs de qualité. Donc, ça affecte la tige des fleurs. La première expérience donc effectuée, c'était l'expérience sur la température de croissance. Donc, cette expérience a été effectuée en 2 ans. La première année, nous avons utilisé les 4 cultivars et la deuxième année seulement l'anémone blanche et la renoncule rose.
Après la vernalisation pendant 30 jours à 7 degrés, donc les organes de réserve ont été plantés dans des pots de 6 pouces et dans une profondeur de 5 cm, et puis transférés dans des chambres de croissance avec différents régimes de température. Donc, la première chambre, c'était le 20 degrés jour, 15 degrés la nuit. La deuxième chambre, le 17 degrés jour, 12 la nuit. Et la troisième chambre, 15 degrés le jour et 10 la nuit. Sous une photopériode croissante qui ressemble à la photopériode dans la région de Québec à partir de 1er mars. Donc, après la plantation, les plantes ont été suivies et les fleurs ont été récoltées, la tige a été mesurée et une qualité a été attribuée à chaque fleur. Les principaux résultats, de cette expérience nous permet de dire que la meilleure plage de température est le 15 degrés jour, 10 la nuit. Donc, cette plage de température a permis la production des fleurs ou avec une tige florale plus longue. Et oui, avec une tige florale plus longue et beaucoup plus de fleurs de qualité. Donc, une fleur de qualité, c'est une qui possède une tige supérieure à 26 cm et qui ne contient pas de déformations ni de décoloration des pétales. Cette plage de température aussi a permis donc de récolter à la fin de la saison un organe de réserve plus gros par rapport aux autres chambres de croissance. Là, donc, la prochaine expérience, c'est le premier essai de conditions de vernalisation. De même, donc, les 4 cultivars ont été utilisés pour le premier essai sur les conditions de vernalisation avec 4 durées, donc 15 jours, 30 jours, 45 jours et 60 jours, et 3 températures, 5 degrés, 7 degrés et 10 degrés Celsius. Donc, la combinaison des durées fois des températures nous a permis d'obtenir 12 traitements de vernalisation pour l'essai. Donc, tous les traitements de vernalisation ont terminé à la même date, soit le début mars. Donc, après la vernalisation, les organes de réserve ont été plantés dans des crêtes de forçage pour les tulipes avec les dimensions suivantes et la plantation a été effectuée chez la productrice dans la serre. La température dans la serre a été maintenue le plus possible autour de 15 degrés le jour, 10 la nuit. Et quand les températures sont devenues difficiles à maintenir dans la serre, les bacs ont été transférés au tunnel. Le deuxième essai de conditions de vernalisation, la même chose. Nous avons utilisé les 4 cultivars pour la deuxième année, seulement que nous avons remplacé le premier cultivar de renoncule blanche avec le S8 Mato à cause de taux d'émergence très faibles. Donc ici, les traitements de vernalisation ont été réduits à seulement 3 combinaisons, soit le 45 jours 7 degrés, 30 jours 7 degrés, 30 jours 10 degrés, basant sur les résultats du premier essai. Donc, cette fois, nous avons donc utilisé des plateaux de 25 puits, donc avec une profondeur de 13 cm et un diamètre de 6 cm. Donc, les organes de réserve ont été plantés dans les puits, puis soumis à la vernalisation avec les 3 traitements, et ensuite laissés dans les mêmes plateaux pour la croissance 2 mois dans la serre à l'Université Laval. Donc, ce changement, c'était pour nous permettre d'évaluer la photopériode courte de l'hiver pour la production des fleurs et de devancer aussi la floraison. Et donc, ici, après 2 mois de croissance à l'Université Laval, les plantes ont été transférées chez la productrice pour les planter donc en bac. Et ensuite, après la plantation dans la serre chez la productrice, dans les bacs, quand les températures sont devenues aussi difficiles à maintenir autour de la plage souhaitée, le 15 degrés jour, 10 la nuit, les bacs ont été transférés donc au tunnel. Les principaux résultats pour les 2 essais de vernalisation. Donc, le taux d'émergence pour les anémones était très sensible. Donc, l'émergence était très sensible aux températures, donc 5 et 7 degrés. 45% seulement d'anémones bleues ont émergé
et 28% seulement d'anémones blanches ont émergé à ces températures. La renoncule rose donc n'était pas affectée par aucun traitement et aucune température. Le cultivar, le 200B, était un cultivar très sensible avec un taux d'émergence de seulement 19%, tandis que le S. fumato était un bon cultivar et a émergé aussi, leur taux d'émergence était proche de 100%. Donc, les anémones sont très sensibles aux températures de vernalisation inférieures à 10 degrés, ce qui affecte l'émergence et la qualité des fleurs. Un substrat trop humidifié aussi cause la pourriture des tubercules d'anémone. Et le cultivar Elegans rosa n'est affecté par aucune température de vernalisation. Les racines tubérisées de renoncules de grande taille sont stressées lorsqu'elles sont plantées dans un espace étroit, le cas des métuculules, ce qui cause l'entrée en dormance. Ici, la photo nous montre l'état des racines seulement 10 jours après la mise en serre. Donc, les racines ont occupé la majorité de place, ce qui a causé par la suite un stress et les plantes ont entré en dormance. Les renoncules aussi, les deux cultivars sont sensibles au repiquage après 2 mois de croissance. Donc, les photos ici nous montrent quelques jours après la plantation que les feuilles de renoncules ont commencé à jaunir et ont rentré en dormance. Le troisième ici sur les conditions de vernalisation, mais cette fois en pleine terre et pas dans les bacs. Donc, ici, les 4 cultivars ont été utilisés. Donc, la vernalisation ici a été effectuée dans des sacs en toile de jute, ce qui permet une meilleure aération et garde aussi une quantité optimale d'eau. L'autre avantage des sacs en jute, c'est que ce qui nous a permis donc de gagner plus d'espace dans les chambres froides, car un seul sac de jute peut porter donc de 10 à 15 bulbes. Ça dépend de la taille. Et un seul plateau peut porter donc 4 sacs en jute. Donc, pour cet essai sur les conditions de vernalisation, nous avons donc effectué quelques changements. Ici, nous avons 5 traitements de vernalisation testés en respectant le même nombre de degrés jour pour voir est-ce que c'est vrai que les températures ont un effet sur la date de la floraison et le nombre de fleurs, ou seulement c'est les durées qui affectent. Fait que ici, nous avons gardé le 30 jours à 7 degrés. Nous avons utilisé donc 22 jours à 10 degrés et 18 jours à 12,5 degrés. Un test de pré-émergence a été effectué pour voir est-ce que les anémones ont besoin d'une émergence, d'une pré-émergence avant d'être soumis à une température froide pour voir est-ce que les plantes ou les tubercules d'anémones parce que sont sensibles par les températures plus fraîches. Donc, ce test ici nous a permis de comprendre est-ce que les tubercules d'anémone ont besoin d'une pré-émergence avant d'être soumis à la température de 7 degrés, et que nous avons laissé les tubercules d'anémone dans les sacs en jute à la température de la pièce pendant 7 jours pour lever la dormance, et ensuite les mettre dans une température froide de 7 degrés pendant 12 jours. Le dernier traitement, c'est un témoin. Donc, les sacs en jute ont été simplement déposés à la température de pièce pendant 11 jours. Après la vernalisation, donc tous les traitements de vernalisation ont terminé à la même date, et ensuite la plantation a été effectuée en plein terre le 5 mars chez les producteurs, et donc 4 plants ont été plantés par pied carré. Les principaux résultats pour cet essai, donc, nous a montré que le taux d'émergence pour les 2 anémones a augmenté quand les températures sont supérieures ou égales 10 degrés. Le taux d'émergence a été proche de 100% comme l'année précédente, donc proche de 100% pour les 2 cultivars de renoncules. Donc, ce qui est important de retenir sur le meilleur traitement de vernalisation, c'est que les 2 cultivars d'anémones ont une préférence de vernalisation de 22 jours à 10 degrés, ce qui a permis de devancer la floraison par rapport au témoin de 17 jours pour l'anémone bleue et de 18 jours pour l'anémone blanche.
L'autre chose, c'est que le nombre total des fleurs produites est plus élevé à ce traitement par rapport aux témoins. La même chose pour les fleurs vendables. Donc ça, c'est le nombre de fleurs total. Et ici, nous avons le nombre de fleurs vendables. Donc des fleurs qui sont dépourvues de déformation et qui ont une tige florale supérieure à 26 cm. Les renoncules, aussi, le traitement, donc, pour les deux cultivars, le meilleur traitement de vernalisation, c'était le 30 jours à 7 degrés. Donc, ce traitement a permis donc de devancer la floraison par rapport au témoin de 18 jours pour les deux cultivars. Seulement ici que la renoncule rose, les traitements de vernalisation n'ont pas affecté le nombre et la qualité des fleurs. Donc, ils ont fleuri tous de la même manière. Mais la renoncule blanche, le traitement de 30 jours 7 degrés a amélioré le nombre de fleurs produites par rapport aux témoins ainsi que le nombre des fleurs vendables aussi par rapport aux témoins. Maintenant, l'expérience sur la taille et l'âge des organes de réserve. Donc, cette expérience a été effectuée avec seulement les deux cultivars, l'anémone bleue et la renoncule rose. Donc, si il y a des producteurs ici qui ont l'habitude de planter les anémones, ils vont sûrement connaître que l'organe de réserve qu'on plante au début de la saison, c'est pas il continue à grossir et ce qu'on récolte, c'est un organe de réserve plus gros à la fin de saison. Nous, pour cette expérience, nous voulions donc évaluer la taille de cet organe de réserve plus gros par rapport à ce qu'on achète au début. Est-ce que ça affecte le nombre de fleurs? Est-ce que l'organe de réserve plus gros va produire plus de fleurs ou plus de fleurs de qualité? Donc, nous avons divisé les tubercules en groupes de âge et poids. Donc, nous avons la taille moyenne de 1 an, la taille moyenne de 2 ans et la taille grosse de 2 ans et la taille moyenne de 3 ans. La même chose pour les racines tubérisées. Donc, nous avons planté ou testé des racines tubérisées de taille moyenne de 1 an et de taille moyenne de 2 ans, ainsi que de taille grosse de 2 ans. La vernalisation, donc, appliquée sur les organes de réserve était le 22 jours à 10 degrés. Et la plantation a été effectuée donc en hiver, le 1er décembre, dans des bacs chez les producteurs. Les principaux résultats pour cette expérience ont montré qu'il n'y a pas d'effet sur la date de floraison, le nombre de fleurs et la qualité des fleurs produites. Donc, le nombre des fleurs n'est pas influencé par la taille de l'organe de réserve. Ce que on peut conclure donc, à partir de cette expérience, c'est qu'il est possible de réduire les coûts d'achat en utilisant les organes de la saison précédente, à condition qu'il faut laisser les plantes finir leur cycle jusqu'à sa naissance, ce qui est environ 6 mois si les organes sont plantés en hiver, ou 3,5 à 4 mois si les organes sont plantés en printemps. Donc, l'expérience sur la plantation en plein terre versus dans les bacs. Donc, pour cette expérience, les 4 cultivars ont été utilisés. Donc, en plein terre, 4 organes de réserve ont été plantés par pied carré. Et dans les bacs, 10 plantes ou 10 plants plantés par bac, qui est l'équivalent de 3 organes de réserve par pied carré. La plantation, donc, a été effectuée en printemps, le 5 mars, avant une vernalisation aussi a été appliquée de 22 jours à 10 degrés et les températures du sol et de l'air ont été enregistrées en continu. Les principaux résultats donc pour cette expérience nous montrent que la plantation en pleine terre permet une production de fleurs, un nombre de fleurs plus élevé par rapport au bac. Donc ça, c'est le nombre total en plein terre. Ici, c'est le nombre total dans les bacs. La même chose pour les fleurs vendables. Donc, le nombre des fleurs vendables est plus élevé aussi en plein terre par rapport au bac. Et ça, c'est pour les 4 cultivars. Donc, les plantes fleurissent, c'est vrai, en même temps, mais la plantation en plein terre est plus rentable au printemps. On se demande pourquoi. Donc, les bacs se réchauffent rapidement, ce qui cause la sénescence
ou l'entrée en sénescence des plantes. Ici, nous avons deux photos. Donc, la semaine de 20 mai, les plantes dans les bacs sont pas mal jaunes, sont pas mal en fin de cycle, alors que les plantes en pleine terre continuent à fleurir et sont quand même plus verts que les plantes dans les bacs. Les températures enregistrées en pleine terre et en bac, ici, donc en rouge, c'est la température dans les bacs et en bleu, c'est la température en pleine terre. Donc, au début de mois de mars, les températures étaient semblables et au fil des jours, les températures dans les bacs commencent à augmenter avec les journées plus ensoleillées, ce qui affecte la température de la serre. Donc, et en mois d'avril, on peut voir que les températures sont beaucoup plus élevées dans les bacs par rapport en pleine terre. Ici, on peut voir une chute brusque donc de température dans les bacs. C'est parce que les bacs ont été sortis le 8 mai de la serre, parce que les plantes de toute façon n'étaient pas en bon état. C'est pour ça que nous avons déplacé donc les bacs à l'extérieur. L'autre expérience, c'est l'expérience sur la plantation en hiver versus en printemps. Donc, pour cette expérience, nous avons utilisé les 4 cultivars. La plantation en printemps a été effectuée le 5 mars et la plantation en hiver le 1er décembre. Donc, le même traitement de vernisation a été appliqué sur les organes de réserve plantés dans les 2 saisons. Les 2 aussi ont été plantés dans les bacs avec la même fertilisation et le même substrat. Les principaux résultats pour cette expérience nous montrent que la plantation au printemps permet une floraison plus tôt après la plantation, mais la plantation en hiver dans les bacs est plus productive. Donc, on remarque ici que le nombre de fleurs totales produites en hiver est plus élevé que le nombre de fleurs produites en printemps. Et en hiver, nous avons plus de 60% des fleurs vendables par rapport au printemps. Les photos ici nous montrent donc l'état des plantes après 3 mois de croissance en hiver, et l'état des plantes donc après 3 mois de croissance en printemps. Donc en printemps, il y a les températures qui augmentent, en plus de la photopériode qui est longue, donc les plantes vont recevoir un signal pour rentrer en dormance, ce qui affecte la plante et la floraison aussi, parce que la plante va rentrer en sénescence rapidement. La dernière expérience, c'est une expérience sur la plantation en hiver aussi, mais avec de la lumière artificielle. En effet, cette expérience a été dédiée pour une autre étude, mais nous avons quand même récolté les données des fleurs, la date de la première fleur, le nombre total et la qualité de chaque fleur. Donc, cette plantation a été effectuée le 1er décembre dans des pots. L'expérience a été réalisée à l'Université Laval dans une serre à haute performance. Donc, la température a été maintenue autour de 15 degrés le jour, 10 la nuit, avec une lumière artificielle qui suit la photopériode naturelle de l'hiver, c'est-à-dire que les lampes s'allument avec le lever de soleil et s'éteignent ou se ferment avec le coucher de soleil. Le traitement de vernalisation appliqué, c'était le même traitement par rapport c'est le même traitement donc, de vernalisation 22 jours à 10 degrés comme les plantes plantées chez la productrice dans les bacs. Et nous avons utilisé le même substrat. Donc, les résultats pour cette expérience, c'était les meilleurs résultats obtenus par rapport aux autres expériences. Les anémones ont été disponibles dès le 11 février. Et 16 fleurs d'anémones par plante, dont 9 vendables, à une fréquence de 1 à 2 fleurs tous les 9 jours. Et les renoncules, donc 14 fleurs de renoncules par plante, dont 10 vendables à une fréquence de 1 à 2 fleurs tous les 8 jours. Donc ici, nous avons la récolte du 28 mars. Donc les plantes continuent à fleurir de février jusqu'en avril. Ici, on peut voir les fleurs ou les plantes d'anémones qui produisent encore des fleurs pour le 29 avril. Comme une conclusion, donc le meilleur traitement de vernalisation pour les anémones est le 22 jours
à 10 degrés et pour les renoncules, 30 jours à 7 degrés dans un substrat légèrement humide. Donc, cette vernalisation ou ces conditions de vernalisation permettent de devancer la floraison pour les deux espèces ainsi que de produire un nombre, euh, un nombre plus élevé par rapport aux témoins, un nombre plus élevé de fleurs par rapport aux témoins. La meilleure plage de température, pour la croissance et la floraison, c'est 15 degrés le jour, 10 la nuit. Et la plantation en hiver est possible, mais dans des bacs en plus de l'ajout de lumière artificielle pour un meilleur rendement. Les anémones, dans ce cas, seront disponibles le 11 février pour la fête de Saint-Valentin si elles sont plantées le 1er décembre. Les anémones et les renoncules seront disponibles aussi pour la fête de Pâques, comme les plantes continuent à fleurir jusqu'en avril. La plantation au printemps aussi est possible, mais à condition en plein terre et dans une serre avec des espèces ayant les mêmes préférences en termes de température. Donc, les mesures de conductivité du sol une fois par semaine aussi est recommandée pour une fertilisation optimale. Et on fertilise quand la conductivité du sol est inférieure à 0,5 millisiemens par centimètre en utilisant la méthode de 2-1, donc 2 fois l'eau et 1 fois le substrat. Et pour terminer, nous tenons à remercier les membres de l'Université Laval, du laboratoire de l'Université Laval, ainsi que un grand remerciement à Nicolas Autier, Caroline Martineau et Ginny Leblanc pour leur assistance, leur disponibilité et aide. Et aussi, nous tenons également à exprimer notre reconnaissance envers les productrices, Madame Sophie Trouilly-Duchard et Madame Hélène Pajot, qui nous ont donc offert leur infrastructure pour l'installation des expériences et le suivi des plantes. Et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Belcha, pour cette excellente présentation. J'ai déjà plein de questions. J'aime particulièrement votre recommandation pour l'utilisation de faire la mesure de la conductivité du sol et j'ajouterais même le pH durant la culture. Oui, c'est vrai. Donc, oui. Donc, nous allons passer à la période de questions. J'invite mon collègue Guillaume à se joindre à moi. Donc, je vous rappelle que vous pouvez soit utiliser la fonction lever la main pour pouvoir participer. Nous serons en mesure d'activer votre micro. Vous pouvez également utiliser la section clavardage. Pour la présentation, c'était très intéressant. Deuxièmement, j'avais des questions par rapport à la photopériode, la réaction de ces cultivars par rapport à la photopériode. Dans mes lectures, les anémones, c'est bien indiqué que c'est des jours neutres, donc ils ont la capacité de fleurir peu importe la photopériode. Ceci étant dit, pour la renoncule, ça ne semble pas être le cas, mais je vois que vous avez été quand même en mesure de faire de la floraison en plein hiver dans votre dernier test. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y avait eu un apport de lumière autre que la lumière naturelle du cycle reproduit? Avez-vous joué avec la photopériode ou naturellement, ils ont été capables de tomber en fleurs? Pour la dernière expérience, Oui. en effet, la lumière a été ajustée avec la photopériode naturelle. Donc, c'était vraiment une photopériode courte de l'hiver. Okay. Et nous avons remarqué qu'ils produisent plus de fleurs sous une photopériode courte. OK. Donc, vous les qualifierez de jours courts? Oui. En effet, les animaux sont de jours courts. Les renoncules ils disent dans la littérature que sont des plantes de jours lents, mais les jours courts permettent donc de produire des meilleures fleurs et allongent la période de floraison. Les jours courts, oui. D'accord, merci. Avec plaisir. Donc, une autre question, je vais débloquer. En attendant, Madame Bencha, on demande est-ce que le root chill est mélangé directement au substrat ou ça a été par trempage? Nous avons préparé la solution donc, par l'ajout de la poudre de root chill dans l'eau, puis utiliser la solution, une goutte sur chaque organe de réserve. OK. Ouais. Parfait. Là, il y avait une question. Madame Paola. Oui, est-ce que ça fonctionne? Il me semble que oui. Parfait. Merci. Bonjour.
Bonjour. Et merci pour la présentation. J'ai quelques questions. Premièrement, est-ce qu'on va avoir droit à accès à la présentation par la suite? Oui, on l'a dit au Merci. début, là, tout va être sur YouTube, puis il va y avoir un rapport de recherche, là. Génial. Est-ce que vous avez déjà publié votre recherche, Madame Bencha? Nous avons publié un seul article sur les conditions de vernalisation, mais on est en train de rédiger d'autres articles prochainement pour une publication normalement en 2025. Parfait. Ouais. Et sur la dernière expérience, peut-être que j'avais raté l'information, mais à quelle température ils ont passé l'hiver? Dans la serre, Oui, donc c'était la température dans la serre était c'était 15 degrés le jour, 10 la nuit. parfait. Est-ce que vous avez fait des tests, n'importe dans quelle des expériences que vous avez réalisées avec des températures plus basses que celles-là? Ça a Non, été on n'a pas testé plus bas que 15 degrés jour, 10 la nuit, mais nous avons testé des températures plus élevées, le 17 et le 20 degrés. OK, Ouais. mais pas plus bas que 10 degrés. Pas plus bas que 15, 10, non. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Maintenant, il y a une question de Madame Goulet. Oui. Si vous voulez activer votre micro. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la belle présentation. Moi, c'était aussi une question par rapport à la lumière et la photopériode. Moi, je suis très intéressée par les renoncules pour la Saint-Valentin. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez donner des informations par rapport à quelle lumière vous avez utilisée et c'était quoi les intervalles? Les lumières, j'ai pas cette information, mais je peux vous fournir plus tard l'information en parlant avec la jardinière responsable. Et pour Est-ce que l'intensité. c'était fleur de ferme? Non. Pour l'expérience avec la lumière, l'expérience a été effectuée à l'Université Laval, fait que c'est la jardinière de la serre à l'université qui va nous donner cette information. Ouais. Oui, c'est vraiment intéressant. Ouais. Si je peux ajouter, c'est des lampes au sodium. D'ailleurs, on le voyait, une des photos était jaune, là, parce que c'est des lampes au sodium qui sont utilisées là, dans les phares. OK. La deuxième partie de la question, je crois que c'était en lien avec la durée d'éclairage, oui, l'intensité. la durée d'éclairage, oui. La durée d'éclairage, ça suivait donc la photopériode naturelle de l'hiver. Ah, OK. Oui. Oui, pour les anémones, mais vous disiez que pour les renoncules, que c'est préférable que ce soit des journées un peu plus longues? Dans la littérature, ils disent que les journées longues accélèrent la floraison, mais les plantes produisent des fleurs de plus de mauvaise qualité que les jours courts. OK. Donc, c'est mieux que ce soit quand même des jours courts qui suit le cycle normal. OK. Exactement. Mais on peut devancer la floraison avec la vernalisation et puis l'ajout de la lumière, mais la lumière qui suit la photopériode courte d'hiver, ça permet donc de devancer, de produire de plus de fleurs. OK. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. On a une question de Mme Bouligny dans le clavardage. Donc, pour l'effet de l'apport supplémentaire, je comprends que c'est l'intensité qui a permis une amélioration et non la photopériode. Est-ce exact? Et il serait intéressant de connaître l'intensité, s'il vous plaît. Donc, en effet, l'intensité lumineuse en hiver dans la serre est très faible. Nous avons donc mesuré avec le photomètre la lumière et c'était vraiment faible, c'était en bas de 200 micromoles. Fait qu'en rajoutant la lumière, on peut augmenter un peu l'intensité lumineuse dans la serre qui peut arriver jusqu'à 300 micromoles. Mais la photopériode, les longues photopériodes, donc, peut envoyer un signal où les feuilles de la plante reçoivent le signal, c'est la photopériode des longues. Ils vont genre comme
recevoir le signal de l'été donc à l'été, les journées sont longues et pour rentrer en dormance. Fait que les journées courtes permettent à la plante de continuer à fleurir, alors que les journées longues affectent la plante qui va rentrer en dormance si elle reçoit le signal de la photopériode longue. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui. Si je peux ajouter, en fait, ces cultivars-là ont été développés en Italie. J'en parlais un petit peu tantôt. Ils ont été développés en Italie. Donc, et l'Italie n'a pas une photopériode très différente de nous l'hiver. C'est assez semblable. La différence, c'est évidemment la température est plus chaude, là, donc ils peuvent cultiver l'hiver, mais ils vont cultiver ces plantes-là en plein champ. Alors, donc, la photopériode courte ne semble pas être problématique. Le problème, c'est la combinaison de température de photopériode longue et de température élevée qui inclut la sénescence. Alors, ici, la photopériode courte, je ne pense pas que ça soit ce qui limite le plus la production de fleurs chez ces espèces-là l'hiver, mais l'intensité lumineuse est faible dans les serres ou en général. C'est sûr qu'elle est beaucoup plus faible l'hiver, puis probablement un peu plus faible que dans le nord de l'Italie. Donc, l'idée d'avoir des lampes supplémentaires pour, en fait, donner un petit boost et favoriser la croissance des plantes. Mais je ne pense pas qu'on a besoin d'allonger la photopériode, là, puisque de toute façon, eux sont capables d'obtenir des fleurs en décembre, janvier, avec des photopériodes un peu trop aussi courtes que les nôtres. Donc, il me fait plaisir de vous présenter Mme Lynne Lapointe. Mme Lapointe est professeure titulaire au département de biologie et du Centre d'études de la forêt de l'Université Laval. Donc, pendant les prochaines 30 minutes, elle va nous présenter les découvertes du 14e colloque international sur les bulbes à fleurs et les plantes herbacées vivaces de 2024 qui s'est tenu en Pologne en avril dernier. Donc, Mme Lapointe, vous pouvez partager votre écran et la parole est à vous. Bonjour. Donc, comme Caroline l'a mentionné, je vais faire un tour des principales présentations là, qui ont eu lieu durant le congrès. J'en ai choisi quelques-unes parmi les... en fait, je vais vous présenter un petit peu là, brièvement ce qui a été présenté. Donc, il y a eu 27 présentations orales sur 2 journées, dont 9 conférenciers invités et 39 présentations par affiche. C'est très peu, en fait, les gens qui participent à ce symposium-là qui a lieu généralement aux 4 ans étaient déçus parce que le nombre de personnes qui travaillent, qui font la recherche sur les plantes à bulbes ici, ça inclut aussi là, les cornes et tout ça, là, a diminué beaucoup dans les 10 dernières années. Donc, jadis, quand ils organisaient cette rencontre-là, parce que c'était la 14e, quand ils organisaient cette rencontre-là au début des années 2000, il y avait beaucoup plus de monde là, qui participait aux conférences. Donc, j'ai dit qu'il y avait eu 2 journées, puis entrecoupées d'une journée de visite. Je vais vous présenter quelques vidéos, en fait, là, des visites qu'on a fait. Il y en a une, c'était une visite chez un producteur qui utilise la culture in vitro pour propager des espèces pérennes. Et on avait aussi un producteur de tulipes en hydroponie, là, un producteur assez important, là, qui produit énormément, qui vend pour les épiceries, entre autres, là, qui nous a présenté là, les différentes étapes, en fait, de la production de tulipes. Lors du congrès, il y avait plusieurs pays qui étaient représentés. Je les ai mis un peu par ordre de nombre de personnes. Donc, les États-Unis étaient quand même assez présents. Israël aussi, qui est un gros producteur de plantes à bulbes. Les Pays-Bas, évidemment. Mais aussi la Pologne, parce que, bon, évidemment, quand le congrès a lieu chez vous, souvent, il y a plus de monde qui se présente. Et ensuite, là, donc, 2-3 personnes là, par pays pour les autres pays. Chacune de ces présentations-là va faire l'objet d'un court texte, en fait, de 4-5 pages, qui va être publié dans un numéro de la revue Acte Horticulture. En fait, cette revue-là présente uniquement des résultats de symposiums, là, différents types de symposiums. Théoriquement, ça aurait dû être publié en juin, mais ça ne l'est pas encore. Là. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas rendu encore leur texte. Je ne sais pas, mais en tout cas, le nôtre est rendu depuis un bon bout de temps.
Et donc, on espère que dans les prochains mois, là, ça va être publié. Donc, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, bien, vous pouvez m'écrire. Puis quand les articles seront disponibles, bien, je pourrai vous envoyer l'article qui vous intéresse. Donc, une des premières présentations, vous allez avoir l'impression que je saute du coq à l'âne parce que les sujets ne sont pas continus, évidemment. Là. Mais bon, comme je l'ai dit, on a essayé de choisir les sujets qui semblaient les plus intéressants. J'ai discuté aussi avec Caroline là, pour voir qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant pour les producteurs d'ici. Donc, la première présentation était par par la docteure Kamenetsky, qui travaille sur les plantes à bulbes et les géophytes en général là, depuis de nombreuses années. C'est comme une des leaders là, dans la recherche dans ce domaine-là. Elle a écrit d'ailleurs avec un autre chercheur là, un livre sur le sujet. En passant, juste pour que ça soit clair pour tout le monde, qu'est-ce qu'on entend par géophyte? Une géophyte, c'est une plante dont la structure pérenne est souterraine. Donc, automatiquement, c'est une plante pérenne, mais donc, que ce soit un bulbe, un corne, un tubercule ou une racine tubérisée, des racines tubérisées comme par exemple pour les renoncules, tout ça, ça fait partie des géophytes. Donc, ce qu'elle a mentionné, c'est que la demande pour les géophytes continue à augmenter. Donc, il continue, même s'il y a moins de recherche, il continue à avoir une demande forte là, sur le marché pour ces espèces-là. Et on a beaucoup de connaissances sur deux espèces, sur la tulipe et sur les pivoines. Mais on en a beaucoup moins, voire très, très peu, chez d'autres espèces comme les renoncules et encore plus les anémones, il n'y a à peu près rien là, en termes de recherche. Et ce qu'elle disait, c'est que, selon elle, tant qu'on ne connaît pas bien les espèces, ben, c'est difficile d'essayer de mécaniser la culture. Donc, évidemment, on parle d'une culture à plus grande échelle. Là. Donc, pour pouvoir bien mécaniser la culture de la tulipe, il faut bien la connaître, bien comprendre les différentes étapes de son développement et comment les facteurs de culture influencent ces étapes-là. Ensuite, elle a insisté sur le contrôle de la température durant la croissance. Évidemment, avec les changements climatiques, ça pose encore plus de problèmes. Là, dans des pays où jadis c'était facile de cultiver ces espèces-là, ça devient plus difficile parce qu'il fait plus chaud. Et elle a insisté beaucoup sur la température du sol, qui est un élément très important chez les géophytes. J'étais contente qu'elle mentionne ça parce que nous, dans mon laboratoire, on a travaillé sur cette question-là chez d'autres espèces. Chez les crocus, entre autres, les crocus de printemps, mais aussi chez des espèces indigènes. Et on a montré qu'effectivement, c'est vraiment la température du sol qui est la plus importante, même si les températures de l'air augmentent. Si la température du sol demeure fraîche, on est capable, en fait, d'obtenir des bons taux de croissance. Et elle suggérait donc, et apparemment, elle est en Israël, apparemment, dans certaines terres, ils ont commencé à mettre en place 2 systèmes d'irrigation. Un qui sert évidemment à l'arrosage et l'autre qui doit amener de l'eau froide et servir à refroidir le sol pour vraiment réduire les températures de sol durant les pics, là, lorsque les températures augmentent trop. Donc, ça pourrait être une stratégie qui pourrait être utilisée ici aussi pour prolonger la période plus fraîche là, pour les géophytes hivernales et printanières qui préfèrent les sols frais. Ce que j'entends par géophytes hivernales et printanières, ben, les hivernales, c'est entre autres les renoncules, les anémones, parce que naturellement, c'est des plantes qui poussent l'hiver dans leur milieu naturel. Et les printanières, ben, c'est les tulipes, les crocus et toutes ces espèces-là là, qu'on est habitué de voir. Et je les oppose un peu aux géophytes d'été, par exemple, comme des lys, qui préfèrent des températures quand même un peu plus élevées. Bon. Ensuite, une autre pionnière, Mme Margherita Berruto, qui, comme son nom suggère, est italienne et a travaillé en fait beaucoup sur les renoncules et les anémones. Donc, Sarah et moi, on a eu plusieurs discussions avec elle entre les conférences et aussi lors des journées de visite là, pour essayer de la faire parler, pour obtenir plus d'informations. Malheureusement, elle a pris sa retraite. Donc, elle ne fait plus de recherche, là, mais elle avait quand même beaucoup d'informations utiles à nous transmettre. Donc, elle a présenté quelques chiffres pour montrer quand même l'importance des géophytes en Europe. Là, j'ai transformé les données qu'elle nous avait fournies en dollars canadiens. Donc, plus de 50 milliards de dollars canadiens. Ce que ça représente, la culture des géophytes en Europe, 750 000 hectares.
quand même une importation et exportation significative, mais on voit que la majorité de la production demeure quand même en Europe. Et elle voulait insister sur les plants micropropagés parce que c'est ce qui a permis en fait de développer là, plusieurs cultivars, entre autres de renoncule. Donc, et ensuite, elle nous a présenté les chiffres pour l'Italie. Donc, en Italie, dès 2014, ils produisaient 132 millions de tiges par année de renoncules. Et les renoncules représentent parmi les géophytes 24 je vais vous présenter le graphique là, 24 des géophytes cultivés en Italie sont des renoncules, 16 des anémones, puis ensuite, on a les autres groupes de plantes. Donc, c'est vraiment le royaume des renoncules et des anémones, si on peut dire, parce que c'est eux qui en ont développé, c'est eux qui ont développé les cultivars. C'est une compagnie qui se trouve en Italie et il y a beaucoup, beaucoup de production. Et vous voyez sur la carte d'Italie, en fait, la région là, où la culture se fait, c'est davantage dans le nord. Ce qu'elle nous mentionnait aussi, c'est que, comme je l'ai mentionné tantôt, là, lors d'une réponse à une des questions, beaucoup de ces plants-là sont cultivés directement en champ, donc sont plantés en août, puis la floraison a lieu de novembre à avril. C'est quand même relativement long comme floraison, et c'est vraiment à ce moment-là qu'ils obtiennent des très bons prix pour les fleurs. C'est ce qu'elle nous disait, qu'ils ont tout avantage à produire ces fleurs-là aussi à un moment où il y a moins d'espèces qui sont présentes là, sur le marché. Mais il y a aussi la culture en serre qui se fait soit directement au sol ou dans des bacs, dans des contenants. Et bon, son sujet de prédilection, comme je l'ai mentionné, c'est la micropropagation. Donc, elle nous a expliqué un petit peu comment ça se faisait à partir des bourgeons axillaires. Donc, aussitôt que la renoncule commence à produire des bourgeons, donc après une semaine, à peu près 10 jours de vernalisation, on commence à avoir les bourgeons. Donc, c'est ça qu'ils vont récolter. Et en utilisant ces explants-là, ils réussissent, après 3 mois, à avoir des plants plus gros que s'ils les partent de graines. Parce que, en fait, ce que nous, on achète normalement, c'est des plants qui ont 1 an, qui ont été partis de graines. Donc, ils ont été semés l'année précédente, à la fin de la saison, donc juin, juillet, ils sont récoltés, puis c'est ça qui nous est vendu, là, qui nous est livré là, au mois d'octobre. Et la méthode est très bien développée pour les renoncules. C'est toute la série clonie qui est issue de micropropagation. Par contre, ça ne fonctionne pas bien pour les anémones. On nous a donné un certain nombre de raisons là, pour lesquelles les compagnies ont beaucoup de difficultés à produire des nouveaux cultivars par micropropagation chez les anémones. Peut-être qu'un jour, ils vont y réussir, mais pour l'instant, tout est produit essentiellement à partir de croisement. L'avantage de la micropropagation, puis là, nous donnait l'exemple chez les tulipes, c'est qu'on peut sortir un nouveau cultivar en 10 ans, alors qu'avec les croisements, la façon classique de faire des nouveaux cultivars, ça prend 20 ans. Donc, c'est vraiment avantageux, même si tout ça prend beaucoup de temps, c'est vraiment avantageux d'utiliser la micropropagation pour tester puis obtenir plus rapidement des nouveaux cultivars, ou encore on trouve un mutant, puis c'est lui qu'on reproduit là, et qui devient un nouveau cultivar. Mais la problématique, du moins chez la renoncule, avec cette approche-là, c'est qu'après 3 ans de culture, il y a des mutations qui apparaissent. Donc, on ne peut pas conserver ces plants-là aussi longtemps. On doit, à chaque année ou à chaque 2 ans, les remplacer parce que on commence ensuite à avoir des mutations qui apparaissent qui sont rarement positives. Parfois, ils peuvent l'être, les mutations, ça va dans toutes sortes de directions, mais ça peut aussi causer des déformations de la fleur là, qui rendent la fleur non vendable. OK. Ensuite, je vais vous parler un petit peu d'une conférence que M. Dole a fait, que le professeur Dole a fait, qui lui travaille à North Carolina State University. Lui, il s'est intéressé, là il s'est intéressé à la post-récolte. Donc, une fois que les fleurs sont récoltées, dans quelles conditions on devrait les conserver? Il semble travailler avec des très gros producteurs
parce qu'il nous disait que, bon, évidemment, la durée idéale de conservation des fleurs, une fois coupées, c'est 1 à 2 semaines, mais que pour des fêtes importantes, ben, très souvent, il faut les récolter beaucoup plus tôt. Donc, on parle de récolter 4-5 semaines avant la Saint-Valentin ou avant Pâques ou la fête des mères pour être en mesure de fournir le marché. Donc, il faut avoir une bonne stratégie de conservation une fois les fleurs coupées. Évidemment, il y a plusieurs éléments qui aident à conserver les fleurs, comme vous le savez, là, de les couvrir d'une gaine de plastique, d'utiliser l'anti-éthylène, qui est utile pour certaines espèces, et évidemment, partir des fleurs qui sont en santé au départ. Mais le froid, la température froide est évidemment un élément essentiel aussi là, pour conserver les fleurs. Et de façon générale, les gens essaient de conserver les fleurs entre 0 et 2 degrés, sauf évidemment les plantes, les fleurs qui proviennent de plantes tropicales qui, elles, ne tolèrent pas ce genre de température aussi froide. Mais pour les autres espèces, c'est les températures qui sont suggérées. Mais là, il nous a parlé d'une étude, puis malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la prendre en note, puis j'espérais que son article soit publié, puis je puisse vous donner l'information. Mais une étude relativement vieille, là, qui date de plusieurs dizaines d'années, où la personne avait testé des températures plus froides pour conserver les fleurs. Et lui a décidé de revisiter cette question-là. Est-ce qu'on pourrait descendre la température un peu en bas de 0 puis obtenir des bons résultats? Et lui travaille entre autres sur les pivoines, donc il s'est rendu compte qu'il pouvait très bien conserver les pivoines à moins 2 degrés, plutôt qu'à 2 ou 4 degrés. Et il a réussi à les conserver pendant 16 semaines. C'est incroyable, là, pendant 16 semaines. On parle de fleurs coupées, là. Pendant 16 semaines, en les conservant entre moins 0,6 et 0,6 degrés. Et on parle d'une conservation en sec, donc les plants n'étaient pas dans l'eau, les tiges étaient à sec. Et le moins 0,6 semblait mieux parce qu'il y avait un petit peu moins de maladies qui se propageaient avec le temps. Il a essayé ensuite avec d'autres espèces, les tulipes, ça fonctionne très bien à moins 0,6. Évidemment, si on veut les conserver plus longtemps, de garder le bulbe puis découper à la dernière minute, c'est avantageux. Et il l'a testé aussi pour d'autres espèces, dont les anémones et renoncules, et ça fonctionne très bien. Il y a des gens qui ont posé des questions parce que les champenois d'avant n'aimaient pas beaucoup que se retrouver autour de 0 degré, là, moins 0,6. C'est quand même une température problématique, mais apparemment que les nouvelles chambres froides sont capables de maintenir ce genre de température-là sans problème et permettent donc une conservation beaucoup plus longue des fleurs, là, donc de garder des fleurs de qualité. OK. Une petite présentation sur le besoin en lumière. Puis en fait, la personne a utilisé des LED parce que, bon, c'est ce qui va être de plus en plus disponible sur le marché, là, les LED, pour la culture de tulipes en hydroponie. Les tulipes n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de lumière, là, contrairement à d'autres espèces, parce que, en fait, le bourgeon contient déjà la fleur et les feuilles à l'intérieur. Donc, il y a déjà une bonne partie de la croissance qui demande juste à s'expandre là, au moment où on les met, où ils s'enracinent puis qu'ils absorbent de l'eau. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de lumière, mais ils ont trouvé quand même que c'était avantageux d'en mettre un peu. Là, ils parlaient de 240 watts là, durant 8 heures pour obtenir des tulipes de qualité. Mais si on met un peu plus de lumière, bien, ça prolonge la durée de vie des fleurs. Donc, ça peut être avantageux aussi de rajouter un peu plus de lumière pour s'assurer que les fleurs rendues chez le client vont durer un peu plus longtemps. Il a parlé aussi, évidemment, ça, c'est commun là, de rajouter du calcium pour permettre de prolonger la durée de vie des fleurs là, en hydroponie. Mais, je le répète, les tulipes, ce n'est pas les espèces qui ont des besoins élevés en lumière. Les anémones et renoncules ont besoin de plus de lumière qu'une tulipe parce que l'anémone et la renoncule n'ont pas de feuilles au départ. Donc, il faut qu'ils produisent tout leur feuillage et ont besoin de cette énergie-là pour ensuite faire les fleurs. Madame Zakaï, qui travaille aussi en Israël, elle s'est intéressée à la dévernalisation, qui est un phénomène qui est assez connu. C'est-à-dire que si on se met des plantes au froid, mais qu'ensuite on les expose à des températures élevées, on peut, dans certains cas, venir effacer l'effet du traitement au froid. Et elle s'est intéressée à cette question-là, entre autres chez les renoncules.
Donc, elle nous a dit, puis ça m'a surpris, là, elle nous a dit que les tubercules d'anémone et de renoncules sont déjà apparemment vernalisés lorsqu'on les achète. Ce qui m'a surpris parce qu'on a besoin de les vernaliser à nouveau. En tout cas, si on le fait, on obtient les meilleurs résultats, comme Sarah l'a montré. Mais il semble que, ou peut-être que c'est sur le marché européen, parce que les tubercules qu'on achète ici, ils sont produits aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Je ne sais pas. Mais ça m'a surpris. Puis on n'a pas eu l'occasion ensuite de lui reparler de ça. Elle a testé 3 températures de croissance, mais comme vous voyez, des températures pas mal plus chaudes que celles que nous, on a testées, évidemment qui correspondent davantage à leur problématique à eux, là. Donc de 24-16 jusqu'à 32 le jour et 26 la nuit. Et bon, rien de surprenant, les températures élevées réduisent le nombre de fleurs produites et retardent la floraison chez les 2 espèces, mais les renoncules sont beaucoup plus affectés par les températures élevées que les anémones. Et nos résultats suggèrent ça aussi, que les renoncules, quand il se met à faire chaud au mois de mai, c'est elles qui vont se naître en premier, ils vont arrêter de fleurir. Les anémones sont un peu plus tolérantes, ils vont continuer en fait à fleurir plus longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve très difficile ce qui est présenté dans la littérature à propos de la photopériode optimale, parce que on a vu des anémones continuer à fleurir quand on est rendu aux photopériodes les plus longues, 14-15 heures au Québec là, au mois de juin. Alors, c'est un peu surprenant. Là. Il semble y avoir un manque de concordance entre ce qu'on lit dans la littérature puis ce qu'on observe, ce qu'on a observé là, durant les trois années d'études. Donc, juste pour montrer un des résultats qu'elle a obtenus, là, donc on voit en fait chez la renoncule une plus grande que la quantité de fleurs qui est produite, un cumul des fleurs, et en fonction du temps, donc une plus grande quantité de fleurs produites à 24-16. Mais je trouve que les photos parlent davantage. Donc, on voit chez les anémones qu'il y a beaucoup plus de fleurs à 24-16, qui est déjà pour nous une température élevée qu'à 32-26. Mais les renoncules, c'est la catastrophe. Il n'y a rien qui pousse. Là. Les plants meurent là, aux températures très élevées. Et évidemment, elle performe mieux à 24-16, mais je pense que si elle avait fait une température encore plus froide, elle aurait eu encore des meilleurs résultats. L'autre chose qu'elle a mentionné aussi, donc elle a si je reviens à sa présentation, elle disait que lorsqu'on les soumet à des températures élevées dès le début de la croissance, c'est comme si on les dévernalise et là, on se retrouve avec l'équivalent de ce nous, on a appelé les plants témoins, là, les plants qui n'ont pas subi de vernalisation, donc ils fleurissent un peu plus tard puis ils fleurissent moins. Mais l'autre chose qu'elle a mentionné, c'est que souvent, les températures élevées amenaient des déformations et c'est ce qu'on a observé aussi. Ça, c'est nos photos à nous, là, chez des anémones. Donc, on voit les photos du haut, ce sont des belles fleurs avec le centre très bien formé et en bas, ce sont des fleurs qui se sont développées suite à quelques journées très chaudes là, en serre. Et là, on voit que le centre est souvent très endommagé, puis les pétales sont moins belles, ont tendance à être recroquevillés un peu. Là. Donc, il y a des effets aussi sur la qualité de la fleur lorsque les températures sont élevées. Monsieur Dole, je l'ai mentionné tantôt, travaille sur les pivoines, donc il s'est intéressé aussi à la question de gel, mais pas nécessairement une fois que les fleurs sont coupées, mais avant, donc durant la production. Donc, il nous mentionnait que la production de pivoine commence en avril-mai en Caroline du Nord. Et ce qu'il observe, c'est que la production est plus hâtive qu'avant, mais ça a comme conséquence des risques de gel plus importants. Là, on parle de culture, évidemment, à l'extérieur, là, en plein champ. Donc, et pour l'instant, en tout cas, la période sans gel débute le 13 avril. Donc, si les plants commencent à fleurir plus tôt, il y a des risques de gel importants. Il n'y a aucun dommage, alors qu'avant, à cause de la neige et tout ça, ça faisait en sorte que tout était retardé, puis rendu à la fin avril, début mai, il n'y avait plus de risque de gel lorsque les plants fleurissaient. Lorsque des gels, il n'y a pas de dommages aux feuilles ni aux tiges, c'est vraiment les fleurs qui sont affectées. Et étonnamment, ce sont les boutons floraux de stade 2 qui sont les plus endommagés. Les stades 3, c'est le stade où normalement ils vont les récolter. Là, c'est pas encore ouvert, mais c'est quand même un bouton floral beaucoup plus gros. C'est ce stade-là qu'ils vont récolter. Puis étonnamment, il est un peu moins sensible que le stade 2. Mais si on perd les stades 2, bien évidemment, on va avoir des dommages importants, on va avoir des pertes importantes. Donc, il suggérait à ce moment-là d'utiliser
une stratégie pour limiter les dommages lorsque les températures descendent en bas de 0, en bas de -3. Donc, soit en utilisant l'irrigation, c'est une méthode classique là, pour éviter les gels la nuit là, durant la saison de croissance, ou encore d'utiliser des couvertures anti-gel. Une autre présentation qui a un lien avec les changements climatiques, c'est celle de M. Debec, qui nous a parlé des problématiques de transmission de virus via des pucerons. Donc, il y a des virus qui sont transmis par les pucerons, entre autres chez la tulipe. Et ici, apparemment aussi qu'on a ce genre de problème-là chez le dahlia, je crois. C'est complexe à étudier ces relations-là parce qu'on a 3 organismes vivants et chacun est influencé indépendamment par les conditions climatiques et aussi influencé par ses interactions avec l'autre organisme. Par exemple, le virus qui interagit avec la plante, il peut avoir des effets différents selon qu'ils sont dans un stade végétatif ou en fleurs. Le virus interagit avec le puceron, puis le puceron, évidemment, avec la plante. Donc, ça rend l'histoire un peu plus complexe. Ce qu'ils ont noté suite au changement climatique, c'est que les pucerons apparaissent plus tôt, puisque les hivers sont plus doux. Bon, ça, c'est une chose qui n'est pas très étonnante, mais en fait, ça apparaît aussi plus tôt parce que, et ça m'a beaucoup surpris, là, mais ils ont noté que les adultes sont capables de passer à travers l'hiver. Donc, ici, qui survivent à l'hiver, ce sont les œufs. Donc, il y a de la reproduction sexuée à la fin de l'été, la production d'œufs, c'est les œufs qui vont survivre à l'hiver. Donc, au printemps, il faut passer à travers les différents stades avant d'avoir des adultes qui commencent à s'implanter sur les plantes et ensuite à produire des jeunes relativement rapidement là, par ténocarpie. Là. Les pucerons, c'est un peu particulier. Là. Il n'y a pas de reproduction sexuée durant l'été, c'est les femelles qui produisent des femelles là, en continu. Mais là, ils ont trouvé des adultes qui avaient survécu à l'hiver, donc dès le début du printemps, ils s'installent sur les plantes et commencent à produire des nouveaux individus. Donc, c'est beaucoup plus rapide les infestations à cause de ça. Je ne pense pas que c'est arrivé ici là, pour l'instant, parce qu'on a quand même des hivers un peu plus rigoureux qu'aux Pays-Bas, mais quand même. Et ce qui est important de réaliser, c'est que le virus va passer de l'insecte à la plante lorsque l'insecte commence à sucer la fève. C'est ça que les pucerons font, là, ils vont sucer la fève. Donc, aussitôt qu'il insère son proboscis, c'est là que les virus vont être transférés. Donc, il faut absolument éviter que l'insecte se dépose sur la plante parce qu'une fois qu'il est déposé sur la plante, il transfère le virus. Alors, les insecticides ne fonctionnent pas bien parce que les insecticides vont agir une fois que l'insecte est sur la plante. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la meilleure façon de protéger les plants, c'est vraiment de mettre des filets dès le début de la saison de croissance pour éviter que les pucerons, qui sont des adultes et qui peuvent voler, arrivent sur les plants et transmettent le virus. Et ensuite, évidemment, les plants sont infectés, puis avec toutes les problématiques qu'on sait, là, c'est des choses, les virus sont souvent très difficiles là, à éliminer. OK. Donc, ça couvre, en fait, c'était la dernière présentation dont je voulais vous parler. Je vais vous présenter maintenant des images, un peu d'informations sur les visites qu'on a faites durant le colloque. Moi, moi et Sarah, on a fait les visites du mardi, là. La conférence commençait le lundi, puis elle terminait le mercredi, les visites du mardi. Mais Sarah est allée aussi, elle a aussi visité d'autres producteurs de tulipes et de plantes pérennes le jeudi et vendredi. Et donc, il y a certaines vidéos qui viennent de là, puis d'autres qui viennent de la visite. Mais bon, c'était un peu le même, les mêmes types d'entreprise. Madame Lapointe. Donc, oui. Il nous restera environ 5-6 minutes, 5 minutes pour votre présentation. OK, merci. Donc, il y a beaucoup de pérennes qui sont micropropagés. Et ce qui est particulier avec la Pologne, c'est que, en fait, les cultivars sont généralement encore produits aux Pays-Bas, mais ensuite, les plantes sont amenées en Pologne. Il y a la propagation se fait par culture in vitro
en Pologne. Puis ensuite, ils retournent les plans une fois multipliés aux Pays-Bas. C'est des entreprises aux Pays-Bas qui vont les vendre. Donc, ici, on a un exemple d'une entreprise où ils font de la micropropagation. C'est vraiment des usines avec énormément de femmes, parce que c'est juste des femmes qu'on a vues travailler dans ces milieux-là, qui font, comme on le voit ici, là, la micropropagation. Donc là, je vous présente une petite vidéo où on les voit, on circule autour, là, vous allez voir les gens repiquer, en fait. Il y a une première croissance, ils vont repiquer, puis ensuite, une fois que ça a poussé suffisamment, là, on voit les petits contenants, ils vont pouvoir retourner les plants là, en Hollande. Maintenant, je voulais mettre l'emphase plus sur la production de tulipes. C'est devenu une grosse industrie en Pologne, la production de tulipes en hydroponie. C'est, comme vous voyez un peu les photos ici, c'est des serres immenses qui produisent des tulipes. Ils en sortent à chaque semaine des quantités impressionnantes, entre autres pour les épiceries. C'est vraiment de la production de masse. Donc, vous avez les contenants à droite, vous voyez les fameux bacs dans lesquels ils vont faire l'enracinement puis la culture après coup, là, en hydroponie. Et ces bacs-là sont remplis, en fait, par le haut. Donc, ça dégoutte, puis ça remplit chacun des bacs pour permettre le stade d'enracinement qui se fait quand même à des températures assez froides. Mais on va commencer par une petite vidéo où on va vous montrer la sélection des bulbes de tulipes sains. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'importance, en fait, à quel point certaines étapes demandent beaucoup de main-d'œuvre, puis certaines étapes, vous allez voir après, sont complètement mécanisées. Donc, ici, en fait, c'est le tri. Une fois qu'on sort de la chambre froide, on doit trier. Donc, il y a énormément de bulbes qui sont rejetés. J'ai oublié les pourcentages, je dirais 10-15%, quelque chose comme ça, qui sont rejetés là, pour éviter, évidemment, la contamination après coup. Et on voit ensuite les bacs là, qui sont installés, les bulbes en même temps, 5 qui sont installés là, dans les bacs. Ici, vous allez voir, là, on voit ici là, les plants qui ont déjà germé. On ne voit pas les racines, mais on voit les pousses parce qu'en même temps, la pousse continue à se développer. Et là, vous allez voir tout le déplacement mécanisé, en fait, qui se fait pour amener ces bacs-là jusque dans la section serre pour la culture là, pendant quelques semaines, là, le temps que le bouton floral se développe suffisamment pour permettre la récolte. Donc, vous voyez, tout se déplace comme ça, et même à l'intérieur de la serre pour l'arrosage, il y a aussi un déplacement mécanisé. Donc, en fait, il y a des zones qui sont complètement mécanisées. La récolte, là, à nouveau, on a besoin d'humains. Donc, là, on voit la dame qui récolte les bulbes et qui va les mettre sur une courroie, qui va les amener, en fait, à une section où il va y avoir, où on va couper le bulbe, on va couper la tige, et une fois qu'elle est coupée, elle va se retrouver comme à l'envers, en fait, la verticale, mais à l'envers. Et dans la prochaine vidéo, ensuite, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec les tiges. Je voudrais mentionner que, bon, la plupart des bulbes sont jetés, mais les gens en Hollande commencent à avoir de la difficulté à reproduire certains des cultivars, au point que pour certains des cultivars, les bulbes sont récupérés, sont retournés en Hollande, sont replantés dans le sol, cultivés pendant 3 ans, puis ensuite, le bulbe est assez gros pour recommencer un cycle de production de fleurs. Et je crois que c'est le dernier vidéo, on va voir en fait une dame là, replacer les tiges après la coupe, et ensuite, bon, il y a une partie mécanisée qui va assembler les tulipes, et derrière Madame Deguta, donc assembler les tulipes en groupe, puis ensuite quelqu'un va les mettre dans une enveloppe en plastique. Donc, on peut penser que d'ici quelques années, il y a d'autres étapes qui vont aussi être mécanisées. Oups, excusez, c'est ce que je voulais faire.
Donc, j'ai terminé. Merci, Madame Lapointe. Tellement intéressant. Ça fait 2, 3 fois que je regarde les vidéos, puis c'est toujours aussi fascinant, cette production-là. Très intéressant aussi, surtout l'information sur le fait que les tubercules d'anémone et de, de, hum, de renoncules seraient déjà vernalisés avant d'arriver ici, là. Intéressant. Donc, il nous reste une dizaine de minutes pour des questions. J'invite mon collègue Guillaume à... Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez soit lever la main ou écrire votre question dans la section clavardage. Donc, tu peux activer ton... Oui, voilà. Il reste ton micro. Ton micro, Sarah. Super. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Dans une des slides, vous avez parlé que, si je ne sais pas si j'avais bien compris, là, mais les racines tubérisées des renoncules, il faudrait comme les changer à chaque 2-3 ans. Fait que, est-ce qu'on pourrait penser, dire, on achète des cormes une année, on les garde, puis on rajette dans le fond aux 2 ans? Oui, en fait, quand j'ai mentionné ça, je parlais de celles qui sont micropropagées, toute la série clonée. Puis la série clonée, on n'est pas censé les replanter. De ce que j'ai compris, là, bon, parce qu'ils sont protégés par les royautés, là, on n'est pas censé les replanter de toute façon. Mais c'est celles-là qui, après 2-3 ans, commencent à montrer des mutations. L'étude, quand Sarah a fait les essais avec les petits et les moyens, les tubercules ou les racines tubérisées de taille moyenne, là, on a utilisé nous, on a uniquement utilisé des cultivars qui sont produits à partir de graines. Donc, ce n'est pas ceux qui sont micropropagés. Et il ne semble pas y avoir de restrictions par rapport à ça. Donc, c'est possible de les replanter. La seule difficulté, ou pas difficulté, mais la seule problématique, c'est qu'il faut leur laisser le temps d'avoir complété leur cycle. Il faut leur laisser le temps de produire des racines tubérisées. Donc, même si ce n'est pas nécessaire que les feuilles soient complètement toutes jaunes, mais il faut qu'on soit rendu à cette étape-là de jaunissement des feuilles avant de les récolter. Puis à ce moment-là, c'est très facile de les replanter. On les laisse sécher parce que de toute façon, naturellement, c'est ce qu'ils font. C'est ce qui arrive, là, les racines sèches, et on les replante l'année suivante. Les anémones, vous allez devoir faire un tri parce que les renoncules, ils se divisent beaucoup. Ils peuvent se diviser beaucoup selon les conditions. Puis on se retrouve avec des petits bébés tout petits que je pense que ça ne vaut pas la peine de planter. Là, donc, il faut faire le ménage un peu pour garder les plus gros. Les anémones ne se divisent pas vraiment, mais ils forment des excroissances. Donc, ça devient un peu plus fragile. Là. Des fois, il y a des excroissances qui vont casser, mais globalement, ils vont quand même être beaucoup plus grosses la deuxième année. Les anémones, surtout, là, beaucoup plus grosses que ce qu'on a planté la première année, mais ça ne donne pas plus de fleurs. Ça, c'est la un peu surprenante. Là. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions, Guillaume? On a une question dans le clavardage d'Émilie. Est-ce qu'on sait les besoins en watts pour les anémones et renoncules? Non, pas vraiment, parce que c'est pas ça qu'on a testé là, directement. Puis, tantôt, Sarah parlait de micromol. Là. Nous, en science, on parle de micromol, de quantité de photons qui arrivent par surface, parce que la distance par rapport aux lampes est super importante. On a beau mettre des grosses lampes, s'ils sont très loin, ben, il n'y aura pas autant de lumière qui va arriver au sol. Fait que la lumière, c'est toujours une variable un peu difficile à quantifier parce que ce que nous, on utilise comme mesure, ben, ce n'est pas ce qui est utilisé par les producteurs. Là. Et je pense que je repensais à une explication que j'ai donnée tantôt par rapport à la photopériode. La différence, en y repensant en champ, disons en Italie, au mois de janvier, par rapport à ici, c'est qu'en champ, il y a du soleil tout le tour. On est dans un champ. Les serres, un des problèmes, c'est probablement l'ombrage qui se fait là, à cause des murs qui va faire qu'il n'y aura pas une photopériode aussi longue effective parce qu'il va y avoir de la lumière, mais elle va être très faible. Fait que là, il y a peut-être intérêt aussi à allonger avec une lumière supplémentaire pour être capable de
compenser un peu l'ombrage que fait la structure de la serre. Là. Ça, en complément de ça, ben, Émilie avait posé cette question-là au moment de la fin de la présentation de Sarah, parce qu'elle utilise des ombrières, dans le fond, pour abaisser la température de ses serres. Fait qu'elle demandait, je crois que ça nuit à la floraison si la luminosité est trop faible. Est-ce que vous avez de l'information à ce sujet-là? Puis est-ce qu'on sait quelle serait la luminosité idéale? Hein? Mais là, les ombrières, c'est l'été, c'est le printemps. C'est ça, c'est en fin de printemps, fait que c'est pas l'hiver, là. Donc, moi, je pense pas que c'est je pense pas que c'est problématique parce que dans les chambres de croissance, on est capable d'avoir des fleurs, puis une chambre de croissance, ça n'a pas la lumière du soleil, là, c'est pas mal plus faible que ça. Là. Alors, je pense que les ombrières rendues au mois de mai, ça me semble pas problématique. Mais durant l'hiver, à cause du fait qu'on n'a peut-être pas une lumière constante non plus, puis il y a des journées nuageuses et tout ça, je pense qu'il faut rajouter de l'éclairage, mais on l'a pas quantifié. Là. Qu'est-ce que ça fait la quantité optimale? Là? Puis j'ai rien vu dans la littérature par rapport à ça non plus, mais il y a très, très peu d'études aussi sur les anémones et les renoncules. Là, mais je pense que sa question, c'était est-ce que l'utilisation des ombrières aide à baisser la température dans la serre durant les journées très ensoleillées de avril et mai, par exemple? Nous n'avons pas testé ça, oui. Mais j'imagine que ça va aider. Là. On aurait le temps pour une courte dernière question, Guillaume? Dans le fond, il y avait une question à la fin tantôt aussi de l'autre période de questions. C'était Mme Bergeron qui demandait est-ce que vous avez comparé le volume de production, c'est-à-dire la quantité de tiges vendables entre les essais de plantation d'hiver et de printemps? Donc, la quantité. Oui, ça a été mentionné. En hiver, on obtient plus de fleurs, le nombre total, puis plus de fleurs vendables en hiver qu'en printemps. Parce que le cycle en hiver est plus long, donc les plantes continuent à fleurir. C'est vrai que c'est long de commencer la floraison parce qu'à cause de manque de lumière, mais ils fleurissent pendant une période plus longue qu'en printemps. Merci, Sarah. Avec plaisir. Donc, moi, j'ai encore toute une liste de questions, mais je pourrais vous les faire parvenir, on se parle là. Mais merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier nos deux conférencières pour leur partage d'expertise. C'était le premier webinaire dans la production de fleurs coupées, mais certainement pas le dernier. Je remercie également à mon collègue Guillaume et à vous tous. Alors, sur ce, merci encore, Mme Lapointe et Mme Bencham. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous les participants. Je vous souhaite une bonne fin d'avant-midi, un bon dîner, puis à très bientôt.